En 1964, un journaliste frappe à la porte d'une maison ordinaire dans le quartier de Queens, à New York. Une femme ouvre. Femme au foyer, mariée à un Américain, citoyenne depuis près de 10 ans. Elle s'appelle Hermine Bronsteiner Ryan. 20 ans plus tôt, elle était gardienne à Majdanek. Elle avait disparu, comme des dizaines de milliers d'autres. Si ce genre d'histoire vous importe, abonnez-vous et laissez un commentaire. Votre présence ici fait toute la différence. Quand les forces alliées libèrent les camps entre la fin de 1944 et mai 1945, elles ne découvrent pas seulement des survivants, elles trouvent aussi des gardiens qui n'ont pas eu le temps de fuir. À Bergen-Belsen, les soldats britanniques arrivent le 15 avril 1945 face à quelques 60 000 prisonniers dans des conditions terrifiantes et des centaines de membres des SS encore sur place. Le commandant Joseph Kramer et des dizaines de membres du personnel sont arrêtés sur le champ. À Dachau, les soldats américains des 42e et 45e divisions d'infanterie arrivent le 29 avril 1945 et trouvent plus de 30 000 prisonniers et environ 560 SS. Des scènes similaires se répètent à Buchenwald, Mauthausen et dans des dizaines d'autres installations à travers l'Allemagne et l'Autriche. L'ampleur du système avait été colossale. Les historiens estiment qu'environ 50 000 hommes ont servi comme gardiens SS pendant la guerre. Plusieurs milliers de femmes ont également travaillé comme surveillantes, les Aufseherinnen, dans des établissements comme Ravensbrück et Auschwitz-Birkenau. En mai 1945, des milliers de ces personnels sont en détention alliée. D'autres ont jeté leurs uniformes et se sont évanouis dans le chaos de l'Europe d'après-guerre. Pour certains, la justice frappe vite. Le procès de Bergen-Belsen s'ouvre le 17 septembre 1945 à Lüneburg, 5 mois à peine après la libération. 45 accusés comparaissent devant un tribunal militaire britannique, parmi lesquels Kramer, le médecin SS Fritz Klein et la gardienne Irma Gress, 22 ans. Le procès dure 2 mois. 11 condamnations à mort sont prononcées. Le 13 décembre 1945, le bourreau britannique Albert Pierrepoint pend Kramer, Gress et 9 autres à la prison de Hameln. Gress devient la plus jeune femme exécutée sous la loi britannique au XXe siècle. Les Américains conduisent leur propre procédure. Les procès de Dachau s'étendent d'août 1945 à décembre 1947, poursuivant le personnel de Dachau, Mauthausen, Buchenwald et Flossenbürg. Des centaines sont condamnés, des centaines d'autres écopent de la mort ou de la prison à vie. Toutes les exécutions ont lieu à la prison de Landsberg. Les procureurs avancent que quiconque a servi dans un camp où des atrocités ont été commises partage la responsabilité de ces crimes. Les gardiennes féminines sont poursuivies aux côtés des hommes. Maria Mandel, chef des surveillantes à Auschwitz-Birkenau, est extradée en Pologne et jugée devant le tribunal national suprême de Cracovie. Le 24 janvier 1948, elle est exécutée, mais toutes les gardiennes ne sont pas capturées. Hermine Bronsteiner, qui a servi à Ravensbrück puis à Majdanek, glisse hors d'Autriche dans le chaos de l'après-guerre. En 1948, elle a disparu. Cet élan initial ne dure pas. À mesure que les tensions de la guerre froide montent, les priorités alliées changent. À la fin de 1948, la vague des poursuites alliées s'est en grande partie tarie. Les procès de Dachau se terminent en décembre 1947. Les Britanniques et les Français concluent rapidement leur procédure. À travers l'Europe occidentale, l'attention se tourne de la punition vers la reconstruction. L'Allemagne de l'Ouest, créée en mai 1949, est désormais un État de première ligne contre l'expansion soviétique. Ces nouveaux dirigeants veulent la stabilité, pas des rappels interminables du passé récent. Le revirement est brutal. En 1951, le gouvernement ouest-allemand adopte des lois d'amnistie qui libèrent des milliers de criminels de guerre condamnés. Beaucoup n'ont purgé qu'une fraction de leur peine. À la prison de Landsberg, où les tribunaux militaires américains avaient envoyé des centaines de condamnés, des commissions de grâce réexaminent les dossiers et réduisent massivement les peines. En 1955, presque tous les prisonniers de Landsberg ont été libérés.
la pression politique joue un rôle déterminant. Le gouvernement du chancelier Konrad Adenauer argue que la poursuite des procédures menace la cohésion sociale et complique les efforts de réarmement. Les associations d'anciens combattants font un lobbying agressif pour la libération d'hommes qu'ils qualifient de soldats, non de criminels. L'impact dépasse le seul cas des déjà condamnés. À travers l'Allemagne de l'Ouest, les procureurs ferment discrètement les enquêtes. Les tribunaux de dénazification, qui avaient traité des millions de cas à la fin des années 40, classifient de plus en plus les anciens nazis comme de simples suiveurs plutôt que comme des auteurs actifs. Cette catégorie juridique permet aux individus d'échapper aux conséquences graves. Les anciens gardiens ayant évité les premières poursuites se retrouvent largement ignorés par un système judiciaire focalisé ailleurs. Sans coordination centralisée, les dossiers tombent dans les failles d'un système judiciaire fragmenté. Beaucoup de gardiens reprennent simplement une vie ordinaire. Ils rentrent dans leur ville d'origine, trouvent du travail dans des usines et des boutiques, fondent des familles sans conséquences. Certains prennent de nouvelles identités ou déménagent dans de nouvelles villes pour éviter d'être reconnus. D'autres ne se donnent même pas cette peine. Dans le silence des années 50, peu d'Allemands posent des questions embarrassantes sur le service de guerre de leurs voisins. La préférence collective est de regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Les historiens décriront plus tard cette période comme celle d'une suppression généralisée, un temps où auteurs et témoins passifs choisissent ensemble l'oubli plutôt que l'affrontement avec le passé. Un nombre plus restreint fuit à l'étranger, muni de faux papiers et aidés par des réseaux complaisants. Certains anciens membres des SS quittent l'Europe entièrement. Des routes passent par l'Autriche et l'Italie vers l'Amérique du Sud, où l'Argentine, le Brésil et le Paraguay offrent refuge. L'Espagne de Franco abrite également d'anciens nazis, d'autres atteignent la Syrie et l'Égypte. Pour les gardiens de rang inférieur, l'émigration nécessite souvent des mesures moins spectaculaires. Le Canada, l'Australie et les États-Unis accueillent tous des immigrants allemands pendant les années 50. Les procédures de contrôle varient considérablement. Certains anciens gardiens entrent légalement, leur passé non découvert ou délibérément ignoré par des fonctionnaires de l'immigration pressés de combler des pénuries de main-d'œuvre. Hermine Brandsteiner est l'une d'entre eux. En 1959, elle arrive au Canada puis s'installe à New York. En 1963, elle a épousé un Américain, obtenu la citoyenneté et vit tranquillement dans le Queens. Au milieu des années 50, la justice pour le personnel des camps est essentiellement au point mort. Puis, en 1958, un seul procès dans une petite ville allemande change tout. Au printemps 1958, un procès s'ouvre dans la ville du sud de l'Allemagne d'Ulm. 10 anciens membres d'une unité SS et de police sont accusés d'avoir participé au meurtre de milliers de civils juifs le long de la frontière germano-lituanienne en 1941. Les révélations sont troublantes. Ces hommes ont vécu ouvertement en Allemagne de l'Ouest pendant plus d'une décennie. Certains occupaient des postes gouvernementaux. Aucun n'avait fait l'objet d'une enquête sérieuse. Le procès de l'Einsatzkommando d'Ulm expose à quel point le système judiciaire a échoué à poursuivre les auteurs vivant encore sur son territoire. La réponse est rapide. En décembre 1958, les ministres de la Justice des 11 États d'Allemagne de l'Ouest créent un nouvel organisme dans la ville de Ludwigsburg. La centrale des Länder, pour l'élucidation des crimes nationaux socialistes, la Zentralstelle, coordonne les enquêtes à travers le pays. Son mandat, rassembler les preuves, identifier les suspects et transmettre les dossiers aux procureurs locaux. Pour la première fois, l'Allemagne de l'Ouest dispose d'une institution dédiée à traquer les responsables des atrocités de l'ère nazie. L'agence commence avec un petit effectif, travaillant depuis un ancien bâtiment de prison. Au cours des décennies suivantes, elle contribue à traduire en justice près de 7000 individus. Le travail de la Zentralstelle mène à des procédures judiciaires historiques. La plus significative est le procès d'Auschwitz de Francfort, qui se déroule de décembre 1963 à août 1965. 22 accusés font face à des charges pour crimes commis à Auschwitz. Les débats durent 21 mois et entendent plus de 350 témoins. 6 accusés reçoivent des peines de réclusion à perpétuité. Le procès
force la société allemande à affronter ce qui s'est passé dans ces installations. Diffusé à la radio et couvert massivement dans les journaux, il atteint des millions de personnes qui avaient préféré ne pas savoir. Les efforts s'étendent également au-delà des frontières allemandes. Le chasseur de nazis, Simon Wiesenthal, opérant depuis Vienne, passe des années à traquer d'anciens auteurs qui ont fui à l'étranger. En 1964, il reçoit un tuyau au sujet d'une femme vivant dans le Queens, à New York. Son nom, Hermine Brandsteiner, Ryan, la même. Hermine Brandsteiner, qui avait servi à Ravensbrück et à Majdanek. Des survivants la décrivent plus tard comme exceptionnellement brutale, lui donnant le surnom de la jument qui piétine. Elle est désormais femme au foyer en Amérique, mariée à un citoyen américain, vivant sous son nom d'épouse. Wiesenthal transmet l'information au New York Times. Un journaliste frappe à sa porte. Confrontée, elle nie tout. Mais l'enquête est lancée. En 1971, les États-Unis lui retirent sa citoyenneté. Le 7 août 1973, elle devient la première criminelle de guerre nazie extradée d'Amérique pour être jugée en Allemagne de l'Ouest. Le procès de Majdanek s'ouvre en novembre 1975 et dure près de 6 ans. Le 30 juin 1981, Brandsteiner est condamnée à la réclusion à perpétuité. Elle avait vécu librement pendant près de 3 décennies. Pendant des décennies, les procureurs allemands se heurtent au même obstacle. Pour condamner un ancien gardien, ils ont besoin de la preuve d'un acte criminel spécifique. Le témoignage plaçant quelqu'un dans un camp ne suffit pas. L'accusé doit être lié à un acte précis contre une victime nommée. Cette exigence protège des milliers de personnels de rang inférieur ayant servi dans des installations où des atrocités de masse se sont produites, mais dont les actions individuelles ne peuvent être documentées. Puis, en 2011, une affaire à Munich remodèle entièrement le paysage juridique. John Demjanjuk est un ancien ouvrier automobile d'origine ukrainienne ayant vécu dans l'Ohio pendant des décennies. Les preuves indiquent qu'il a servi comme gardien à Sobibor en Pologne, occupé en 1943. Les procureurs ne le chargent pas d'actes spécifiques, mais d'être complice des décès de toutes les personnes mortes sur le site pendant son service. Le 12 mai 2011, un tribunal de Munich le condamne comme complice de dizaines de milliers de meurtres commis pendant la période où il y a servi. Il est condamné à 5 ans de prison. Le verdict établit un précédent fondamental. Pour la première fois, un tribunal allemand juge que le seul fait d'avoir servi dans un site conçu pour le meurtre systématique suffit à la condamnation. Aucune preuve d'acte criminel individuel n'est requise. Demjanjuk meurt en mars 2012 avant que son appel puisse être entendu. Mais le précédent survit. Les procureurs allemands, armés d'un nouveau cadre juridique, lancent des enquêtes sur d'anciens gardiens âgés qui ont échappé à la justice pendant 7 décennies. La Zentralstelle de Ludwigsburg compile des listes de suspects potentiels encore vivants en Allemagne et à l'étranger. La course contre la mort a commencé. Le cas le plus emblématique est celui d'Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz. Gröning a servi dans le complexe d'Auschwitz de 1942 à 1944. Son rôle, collecter et compter l'argent pris aux prisonniers à leur arrivée et l'envoyer à Berlin. Il n'a jamais nié son service et a même parlé publiquement de ce dont il a été témoin. En juillet 2015, un tribunal de Lunebourg le condamne, alors âgé de 94 ans, comme complice du meurtre de 300 000 personnes. Il est condamné à 4 ans de prison. Le verdict confirme que le précédent Demjanjuk tient. Travailler dans un camp, même dans un rôle administratif, est suffisant. D'autres poursuites suivent. D'anciens gardiens nonagénaires font face à des accusations pour leur service à Auschwitz, Stutthof et d'autres camps. Certains procès se terminent avant que des verdicts puissent être rendus. Des accusés meurent ou sont déclarés inaptes à comparaître. Des critiques s'interrogent sur la pertinence de poursuivre des individus âgés des décennies après les faits. Leurs partisans rétorquent que la justice n'a pas de date d'expiration et que documenter ces crimes reste essentiel pour la mémoire historique et la responsabilité future. Hermine Brandsteiner meurt en 1999
après 16 ans de prison. Oscar Gröning meurt en 2018 sans avoir purgé une seule journée de sa peine. Entre eux, ils incarnent les deux destins possibles pour les gardiens de camp qui ont finalement affronté la justice. L'une rattrapée à temps, l'autre rattrapée trop tard. La plupart ne l'ont jamais été du tout. Ces récits méritent d'être entendus et il en reste tant à raconter. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo et laissez un commentaire. Quelle page de cette histoire voudriez-vous qu'on explore ensuite ? C'est vous qui guidez ce que nous racontons, et c'est exactement comme ça doit être.